Live Zone. Live Zone. L'émission totalement libre. Axon Radio. Axon Radio. Salut à tous et bienvenue sur Axon Radio. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle émission. Une émission aujourd'hui consacrée aux jeux vidéo et je suis très heureux aujourd'hui pour parler de jeux vidéo de recevoir Yannick de Share Players. Bonjour Yannick. Salut, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de t'avoir sur l'antenne d'Axon Radio pour parler donc des jeux vidéo. Actualité en ce moment assez mouvementée avec la prochaine sortie de la PS5, de la Xbox Series X. Yannick, tu es donc le créateur de la chaîne The Share Players. On va y revenir dans un instant, mais avant tout, j'aimerais parler avec toi des jeux vidéo, de ton rapport aux jeux vidéo et surtout de ta passion. J'aimerais savoir, Yannick, tu as démarré sur quelle console et quel jeu t'a marqué le plus ? Alors, techniquement, j'ai démarré sur une Atari 2600 qui appartenait à ma grande sœur. J'ai des souvenirs de jouer à ça vraiment tout petit. C'était vraiment un moment, entre guillemets, en famille où on se passait un peu la manette. Après, la première console que j'ai eue vraiment de mon propre chef, j'avais 6 ans, je crois, c'était en 5-6 ans, c'était la NES, ouais. Avec le pack Mario Duck Hunt. Avec le pistolet voilà. Orange. Exactement, donc ouais, ça remonte, c'est une passion qui m'a toujours suivi. Après, avec des périodes dans ma vie où j'ai plus ou moins joué, mais c'est quand même quelque chose que j'ai toujours suivi. Et il y a des moments, même en ce moment, hein, c'est pas forcément étrangement ma passion principale, mais c'est quelque chose que j'aimerais toute ma vie et que j'aime beaucoup malgré les dérives de l'industrie. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Tout à fait. Donc la NES, donc tu as découvert les premiers Mario, les premiers Zelda. Aujourd'hui, quand tu joues à Breath of the Wild sur Switch et que tu le compares au premier Zelda, tu te dis pas waouh, il y a quand même un gap assez impressionnant. Ah oui, si on fait le comparo entre des jeux sortis au début des années 80 et un jeu sorti en 2017, forcément. Maintenant, comme je suis quelqu'un qui a joué sans discontinuité depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, l'évolution c'est progressif. C'est comme si tu vois, si t'as un enfant, tu le regardes, tu le vois pas grandir, mais si tu le vois pas pendant 10 ans, tu vas dire waouh, c'est dingue ce que t'as changé. C'est pareil pour le jeu vidéo. Effectivement, mais c'est assez dingue ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et c'est positif. Tu as donc commencé par la NES, tu as donc poursuivi sur d'autres consoles. Il y a eu par la suite la Super NES, la Super Nintendo. Je sais qu'il y a un jeu qui te tient particulièrement à cœur, que la plupart d'entre nous avons découvert sur Super Nintendo, mais il était déjà sorti en arcade, c'est Street Fighter. Je sais que c'est vraiment une licence qui te tient vraiment à cœur. Street Fighter 2 pour être exact, ouais, c'est ma licence de cœur, c'est ma licence préférée. C'est la seule licence pour laquelle je peux accorder un budget un petit peu plus élevé que d'autres licences, on va dire. J'ai joué à tous les épisodes. J'ai même une pastille spéciale sur ma chaîne consacrée à Street Fighter qui s'appelle Versus, que je co-anime avec une joueuse professionnelle qui s'appelle Chloé, et voilà, donc ouais, c'est ma licence de cœur. J'ai eu un coup de foudre instantané pour cette licence, je me rappellerai toujours. Je l'ai eu en version américaine pour l'avoir. Mes parents voulaient pas que j'achète des jeux en japonais parce qu'ils avaient peur vraiment qu'il y ait une barrière incompréhensible, alors que les jeux américains c'était ok parce que pour eux ça me faisait parler anglais. Donc dès qu'il a été dispo en version américaine, et je l'ai toujours cette version-là que je garde précieusement, le Street Fighter 2 sur Super Nintendo en version américaine. Et ça a été, je jouais qu'à ça. J'avais d'autres jeux forcément, mais celui-là j'y jouais tous les jours. Et en fait, j'étais persuadé qu'on pouvait débloquer les 4 boss qui finalement se sont révélés être injouables, qu'il a fallu jouer avec une autre version qui est sortie derrière sur Super Nintendo qui s'appelait Street Fighter 2 Turbo. Donc ouais, puis j'ai jamais lâché la licence. En fait, comme je dis, j'ai joué à tous les épisodes et c'est un jeu auquel je joue. En fait, il y a 3 jeux auxquels je joue régulièrement. Ouais. C'est Street Fighter, quel que soit l'épisode.
le dernier jeu de foot en date, que ce soit FIFA ou le FIFA ou le PES, selon lequel j'achète. Et ça va surprendre peut-être un petit peu. Déjà, mon péché mignon, c'est de jouer à Call of Duty en ligne en mode match avant par équipe ou surtout domination. Ouais. Et j'avoue que je suis assez accro à Modern Warfare parce que je trouve l'équilibrage, les maps assez fabuleux pour ce qu'ils proposent. Après, je sais que c'est une licence qui a une mauvaise image de jeu un petit peu pour tout le monde et tout, mais voilà, moi des fois j'ai une heure à perdre, j'ai pas le temps ou l'envie de m'investir dans autre chose et je me balance ma partie de Call of en ligne et je m'amuse comme un petit fou dessus. Après, c'est vrai, comme tu dis, Call of Duty a une image un petit peu écornée parfois, mais c'est toujours une licence qui se vend énormément. C'est assez paradoxal, hein, c'est très critiqué, mais c'est très vendu. Je voulais juste revenir sur la version américaine de Street que tu avais sur console. Il faut quand même dire aux auditeurs que à l'époque, et ils doivent sûrement s'en souvenir pour les personnes qui ont entre 30 et 40 ans, les cartouches américaines n'étaient pas les mêmes, il me semble, que les cartouches européennes, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, il y avait 3 versions de la console, une version japonaise, une version américaine et une version européenne. Les versions françaises et japonaises de la machine déjà étaient esthétiquement identiques et les cartouches étaient esthétiquement identiques, mais les cartouches japonaises et françaises ne fonctionnaient pas l'une sur l'autre malgré leur exacte similitude d'un point de vue esthétique. Et quant à la machine américaine, il avait un design totalement différent que je trouve absolument ignoble. Ouais. Et des cartouches avec une forme différente. Et pour ça, il fallait acheter un adaptateur, le fameux AD29, pour ceux qui se rappellent. Et c'était un adaptateur, en fait, c'était comme un petit support sur lequel on mettait 2 cartouches. Une cartouche européenne et une cartouche étrangère. Et donc, ça permettait de jouer aux jeux japonais et américains sur Super Nintendo française. Moi, j'étais possesseur de l'adaptateur, donc je connais très bien. Je suis assez nostalgique de ça, j'avoue. Pour revenir un petit peu sur Street Fighter 4 sur Xbox One, pour toi, ça a été une réussite? Ouais, bon, je l'ai découvert sur PS3 plus que sur Xbox One, mais oui, sur en 360, fait, sur 360, non, mais ouais, c'était sur la version PS3, mais c'était le même jour, oui, etc. Oui. Moi, j'étais vachement, comme je dis, j'ai jamais lâché de jeu de combat. J'avais sur des forums et le dernier jeu en date, c'était Street Fighter 3.3, Street Fighter 3 Third Strike. Donc, il est sorti en 99. Et là, c'est en 2008 que le jeu est sorti en arcade et début 2009 sur console. Donc, entre la sortie arcade et la sortie console, l'attente, elle a été interminable. Et je me rappelle, on était à 5 jours de la sortie officielle. Et ma mère m'appelle, elle me dit ouais, je suis à la Fnac et tout. Et je fais écoute, demande au vendeur s'il a pas. On pouvait l'aller. Il y a une dizaine d'années, les gens lâchaient un peu les gens en avance. S'il a pas Street Fighter 4 et tout. Et ma mère, elle m'appelle, elle me fait écoute, ils avaient que des éditions collector. Alors je t'ai pris ça. Je suis désolé, c'est un peu plus cher. Et si t'es pas content, tu le changes. Et je fais, mais t'as réussi à me choper une édition collector? Elle me fait, ouais, t'inquiète et tout. Donc, j'ai réussi grâce à un coup d'esbrouf de ma mère à avoir une édition collector de Street 4. Excellent. Ça a été, aujourd'hui, c'est mon Street Fighter préféré, Street Fighter 4 dans sa version, dans sa dernière version, et donc Ultra Street Fighter 4, parce que, le casting, il est, parfait, selon moi. Ouais. On retrouve, le casting de Street Fighter 2 et puis un bon équilibrage entre les persos de Street 3 et de Street Alpha, donc les 2 autres grandes familles de Street Fighter, on va dire. Et les mécaniques de jeu sont super profondes et permettent pas mal de choses. Peut-être au défaut, au détriment du côté spectaculaire. C'est pour ça que les gens à regarder préfèrent peut-être Street Fighter 5. On va dire un public non averti, mais voilà, Street Fighter 4 pour moi ça reste le Street Fighter sur lequel j'ai passé peut-être le plus de temps. Voilà, le 5, j'entretiens une relation amour-haine avec ce jeu, comme beaucoup de joueurs. Voilà. Après, c'est vrai que Street Fighter 4, quand il est sorti, je me souviens, je l'ai eu Day One, et c'est vrai que moi j'ai pris une énorme baffe. C'était assez incroyable, vraiment un très bon équilibrage au niveau du jeu, et surtout ce qui m'avait vraiment surpris. À ce moment-là, quand il est sorti, c'était vraiment un très bon mode en ligne. Enfin, je sais que chez moi, ça fonctionnait très bien. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui pêche un petit peu, non, sur Street 5?
Alors oui, c'est assez. Alors après le mode en ligne de Street 4, il n'était pas parfait non plus. Non, bien sûr. Mais le gros problème, c'est que ça dépend de ton niveau de jeu et tes attentes. Je pense que quand on a un niveau de jeu un peu casual, etc., sans parler au détriment de qui que ce soit, on va pas se rendre compte. Mais par exemple, la semaine dernière, on a joué pendant 1 heure avec Mathieu, qui est un des intervenants réguliers sur la chaîne, et on avait un lag qui, je pense, pour 99% des gens, aurait été imperceptible. Mais un lag qui était de quelques millisecondes, et c'était sur Street 5, donc c'était assez insupportable, parce que du coup, il y a plein de choses qui ne rentraient pas et qui sortaient pas au bon moment. Donc, ça a été un gros moment de frustration pour nous deux, quoi. Donc, c'était, ils ont de gros problèmes d'en ligne, à tel point que tous les ans, il y a, on va dire, la Coupe du Monde des jeux de combat, pour vulgariser ça auprès de vos auditeurs. Ouais. Ça s'appelle l'Evo, ça se passe à Las Vegas, Los Angeles aux États-Unis en tout cas. Et donc, c'est vraiment le point culminant de l'année des jeux de combat. C'est le tournoi le plus regardé. Il y en a d'autres, hein. Il y a des, voilà. Mais donc, et pour se qualifier, maintenant il y a un système de Capcom Pro Tour, on va dire, qui est une compétition à part. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est la compétition reine. Et avec le Covid-19, ils avaient décidé de passer la compétition en ligne. Et les deux jeux les plus joués, les plus regardés, donc le plus joué, le plus regardé de très loin, c'est Smash Bros sur Switch. Sur Switch, ouais. Et le deuxième, c'est Street Fighter 5. Ces deux jeux-là n'ont même pas pu être inscrits à l'Evo Online parce que leurs deux modes en ligne sont décriés comme étant beaucoup trop pourris pour faire une compétition avec des joueurs à travers le monde. Ok, en tout cas, je vais revenir un petit peu sur les consoles avant de parler de ta chaîne. Juste après la NES, la Super NES, quelles ont été jusqu'à maintenant, jusqu'à la PS4, les consoles qui t'ont le plus marqué? La PS3, ouais. Sans hésiter. Ouais. La PS3 parce que je trouve que elle a un catalogue. Enfin, la PS3, j'aurais pu mettre la 360 avec. Ouais. Mais j'ai une préférence pour les exclus PS3 parce qu'il y a Uncharted 2 et God of War 3, les deux jeux Quantic Dream, etc. Donc, en fait, cette génération-là, parce qu'on a eu on a eu des révolutions à tous les niveaux. Déjà, c'est l'arrivée de la haute définition, donc ça c'est assez dingue. C'est l'arrivée massive du jeu en ligne qui était fou. L'arrivée d'abord sur Xbox, mais ça arrivait sur PS3 ensuite, des indés, des stores, des jeux à télécharger. Enfin, on a eu un million de révolutions déjà, sans parler au point de vue infrastructure et les façons de jouer, les techniques. Mais on a eu aussi énormément de nouvelles licences qui, aujourd'hui, c'est ce que je reprocherais à la PS4 et la Xbox One, c'est qu'on a eu beaucoup de suites et beaucoup n'ont pas été à la hauteur. Mais si je prends la génération PS3 et 360, entre les BioShock, les Mass Effect, les Batman, je pourrais même pas tout citer parce que il y a eu 1 million de trucs qui sont arrivés, qui ont été novateurs. Donc pour moi, la PS3, c'est une console qui m'a électrisé de bout en bout. Je rajoute la 360, mais juste, j'ai plus joué sur PS3 pour des raisons, parce que je l'ai eu avant et que tous mes amis étaient sur PS3 forcément. Donc, Ok, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une avalanche de nouvelles licences sur cette génération-là, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. C'était trop bien, franchement. Là, je me refais tous les Batman Arkham. Ouais. Et, putain, je kiffe. J'ai envie de me refaire les Mass Effect, les BioShock aussi. C'est dans mon backlog, c'est prévu de faire tout ça. Il y a eu Dishonored, il y a eu Deus Ex, c'est quasiment un reboot. Il y a eu Skyrim. Enfin, il y a eu tellement de jeux dingos sur la PS3 et la 360. Sans compter les exclus, la saga Uncharted qui a démarré là-dessus, on a eu Gears of War de l'autre côté, Forza qui s'est vraiment démocratisé, God of War 3 qui était absolument dingue, voilà. C'est vrai que c'est Street Fighter 4 évidemment. Une avalanche de super bons jeux, de nouvelles licences, et c'est vrai que cette génération-là, c'était plus des suites, donc c'est vrai que la saveur n'était pas forcément la même. C'est ça. Alors, maintenant. Donc je dirais la PS3 et ouais, c'est tout globalement.
Pour parler maintenant de ta chaîne que je recommande vivement aux auditeurs d'Axon Radio, The Share Players sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois que tu es aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Ouais, donc The Share, donc S-H-A-R-E comme le partage Players. Donc on a une chaîne YouTube et c'est notre principal moyen de diffusion. On a aussi un podcast audio qui marche bien parce qu'on est régulièrement dans le top 10 des podcasts gaming les plus écoutés en France. Dans le top 10, t'as Gamecult, Gameblog, Libération, Le Monde. Donc, c'est comme se retrouver qualifié en Champions League alors que t'es un petit entre guillemets. Ouais. Parce que tout est fait en indépendance. Donc, oui, on est sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Instagram. Même si franchement, parce qu'on a créé ça à deux, je suis le co-créateur. Avec Roman. Donc on est deux à gérer ça. Et Roman n'a absolument pas le temps de gérer les réseaux sociaux, ce qui fait que c'est moi qui m'en occupe. Et donc c'est vrai que je privilégie Twitter parce que c'est le plus simple. C'est le plus simple. Donc voilà, c'est là où je suis le plus actif. Même si on est moins sur les réseaux sociaux parce qu'on a quand même on a réalisé qu'il y avait beaucoup trop de toxicité dans le milieu du jeu vidéo. On a même fait une vidéo dédiée. C'est un milieu qui est quand même assez particulier, assez négatif, assez beaucoup de haineux et beaucoup de gens qui prennent plaisir à faire à être négatif. Et on s'est rendu compte que finalement, nous, même si on ne communiquait pas, nos audiences, elles partaient quand même. Donc on s'est dit à quoi ça sert de perdre du temps et de l'énergie si c'est pour rentrer dans des discussions stériles et qu'il n'y ait pas de discussion, de dialogue possible. Donc mais on y est quand même sur les réseaux sociaux, mais majoritairement sur Twitter, @TheSharePlayers. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner en tout cas pour suivre Yannick et Roman sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube, surtout sur YouTube. En tout cas, moi je le dis très sincèrement, ma chaîne de référence, j'ai 3 chaînes de référence sur YouTube, Julien Chiez, Carole Quenten et The Share Players. D'ailleurs, quand j'achète un jeu vidéo, en général, je regarde le test sur The Share Players parce que pour moi, c'est le test le plus qui me correspond le mieux. Il faut dire les choses concrètement, c'est sans langue de bois. En plus de ça, vous êtes totalement ni pro Sony, ni pro Microsoft, ni pro Nintendo. Donc très sincèrement, moi je vous conseille vraiment d'aller regarder cette chaîne. En plus, l'ambiance est très sympa, c'est très décontracté, il y a de très bons débats, de très bonnes émissions, de très bonnes analyses. Tu as aussi des invités, mais avant de parler des invités que tu as eu sur ta chaîne YouTube, je voulais quand même que tu me racontes l'histoire de cette chaîne, comment cette chaîne est venue au monde. Alors je peux juste préciser les propos que tu viens de dire. Effectivement, nous on fait des tests, mais étant donné que on a, comme tu l'as dit, sans langue de bois, on est très cru. Là, par exemple, j'ai fait le test d'un jeu de voiture, j'ai trouvé ça très mauvais et j'ai pas hésité à le dire. Donc, je sais derrière, en fait, si les éditeurs souvent, évidemment, n'apprécient pas quand on critique les jeux. Et c'est vrai que c'est du coup pour nous, c'est difficile de les avoir en avance parce que les gens, on n'a plus de version pour vous, etc. Et comme par hasard, c'est souvent après avoir critiqué un jeu précédent. Ouais. Donc c'est vrai que du coup, on est obligé de se les acheter nous et de prendre. C'est pas notre métier, donc souvent nos tests arrivent entre guillemets en retard quand ils arrivent. C'est moi qui m'en occupe à 99,9% du temps. Et c'est vrai qu'on s'inscrit dans une logique de transparence totale, là où beaucoup de youtubeurs, dont peut-être même certains très gros et certains qui sont des amis, etc., peuvent être toujours plus modérés, mesurés, dans le sens, pour ne pas froisser les éditeurs, parce qu'il faut bien que les beaux auditeurs à vous, à Radio Axon, c'est ça? C'est ça. Si je ne me trompe pas. Donc, que les auditeurs de Radio Axon comprennent que si demain, les gens qui vivent de ce métier n'ont pas accès en avance au jeu, ils ne vont donc pas pouvoir parler de ce jeu correctement, et donc leurs audiences vont chuter. Donc, il y a une espèce de cercle un peu vicieux et de relations que je trouve malsaines. On a fait une vidéo dédiée aussi sur le sujet. Je
je sais plus exactement le titre, mais elle est assez récente, elle date d'il y a moins de 2 mois, je crois. Donc voilà, pour expliquer voilà notre point de vue là-dessus et voilà revendiquer encore une fois notre indépendance totale. Et même si certains éditeurs nous filent des jeux, ça nous empêche pas de les déglinguer s'ils sont mauvais. Donc Bien ça, sûr. c'est une partie, c'est des tests. Et l'autre partie, ce sont les émissions, qui sont des émissions. Avant, elles étaient très longues, dans les 2 ou 3 heures. Là, on essaie de faire plus court parce qu'on manque de temps et que même si une grande partie des auditeurs aiment ça, on se coupe aussi de beaucoup de gens. Donc, c'était aussi une manière à nous de nous renouveler. Mais par exemple, l'émission que je vais mettre en ligne à midi aujourd'hui dure 3 heures avec Mathieu. Donc voilà, globalement, il y a des très longs débats. C'est pour ça qu'on est en podcast audio, parce que c'est plus confortable pour l'écoute, même s'ils sont aussi sur YouTube. Et des tests. Et après, il y a aussi des interviews qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, mais j'en parlerai après. Alors, pour répondre à ta question, comment s'est créée cette chaîne ? Faut dire que Roman et moi, on se connaît depuis septembre 2001. On s'est rencontrés sur un forum pour faire de la musique ensemble. On était passionnés de rap tous les deux, et donc on a commencé à faire de la musique. C'était sur le forum du label d'Akhenaton, du groupe IAM. Ouais. Donc et puis on a fait de la musique pendant 4-5 ans ensemble. On aurait de quoi sortir un album aujourd'hui, avec tous les morceaux qu'on a fait à l'époque. Et des fois on y réfléchit. C'est pas impossible que ça sorte un jour. Et du coup après. Plus ou moins à la même période, on rencontre nos compagnes respectives, qui ne sont plus aujourd'hui nos compagnes, mais nos compagnes de l'époque. Et c'est vrai que c'est un moment où l'industrie de la musique change beaucoup. Je pense qu'on est arrivé, on avait des concepts qui aujourd'hui pourraient plus marcher qu'à l'époque. C'était très compliqué, c'était l'époque MySpace, et même au niveau de la musique, il y a eu tout le problème d'une baisse de revenus, c'était compliqué pour les artistes de continuer à sampler, c'est un peu l'essence même du hip-hop. Donc ouais, il y avait beaucoup de changements de paradigme qui nous ont pas, qui ont fait qu'on s'est éloigné un peu momentanément de la musique, mais on est resté en contact parce que faut savoir que Roman habitait Marseille à l'époque et puis il a déménagé à Metz ensuite. Et donc on s'appelait une fois par mois. On a peut-être passé 1 ou 2 ans en s'appelant peut-être 2-3 fois par an, pas plus. Ouais. Et puis je sais pas, un jour là, il m'appelle pour mon anniversaire et je lui fais ouais putain mes potes ils m'ont offert non je dis une connerie, c'est pas pour ça. Ah non, c'est un jour il vient me voir parce qu'il était à Marseille, il me dit je passe la journée à Monaco et je lui présente ma copine et tout. Et je crois qu'il avait sa DS avec lui. Je me dis t'aimes bien le jeu vidéo? Et là en fait ça faisait des années qu'on se connaissait mais on savait pas. Enfin, tout le monde avait une console, tu vois, tout le monde jouait à PES à l'époque, mais je savais pas qu'il était passionné de jeux vidéo. Et là, il me montre la DS et j'hésitais à me l'acheter parce que je finissais mes études à ce moment-là et il me montre la cartouche, tu sais, la pirate. Ouais. Et là, je me dis, putain, c'est un truc de fou. Donc, en fait, après, je l'ai acheté, je l'ai appelé, je sais pas, quel jeu t'as à me conseiller et tout. C'est là que et il me fait, mais t'as la Wii? Je fais, bah, bien sûr, j'ai la Wii. Et après, là, j'ai la 360. Et donc, en fait, plus ça allait, plus on parlait de jeux vidéo. En fait, je pense qu'on s'est un peu aussi mutuellement, c'est aussi le moment où Gameblog arrive et on est passionné par les podcasts Gameblog. On écoute ça et on se dit, putain, c'est génial et tout. Et donc, du coup, à chaque fois, on s'appelait pour débriefer les podcasts. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, putain, les podcasts. Et genre, pour nous, mais à ce moment-là, jamais j'imagine, mais franchement, dans ma tête, jamais j'imagine mettre un pied dans ce milieu, tu vois. Pourtant, c'est un milieu comme depuis tout petit, j'ai toujours adoré la presse jeux vidéo. Mon idole, c'est Cyril Drevet, donc qui était journaliste au pseudo de Crevette à Player One, tout ça. J'étais un fanatique des magazines et tout. Mais donc, plus ça va, plus avec Roman, on parle de jeux vidéo, et puis la PlayStation 4 et la Wii U sort, puis la PS4 et la 300 et la Xbox One, pardon. Et on est vraiment à bloc, on s'appelle tout le temps et tout. Et ma copine à l'époque, un jour elle me fait putain, mais franchement, maintenant tous les dimanches, c'est bon, l'après-midi, c'est j'appelle Roman et pendant 2 heures je parle de jeux vidéo. Là, il me faut que d'un, putain, je sais pas, faites un podcast ou un truc sur YouTube au lieu de, je sais pas, au moins ça vous servira à quelque chose. Ouais. Tu sais, elle était un peu gavée parce qu'on devait faire un truc le dimanche et j'étais au téléphone avec Roman et j'arrive. Et là, l'idée commence à germer et on sort un blog au début.
qui s'appelait Brioche et Maëla, et du coup le blog marche pas du tout. Vraiment, on n'a pas de vues, les gens sont pas du tout intéressés. Pourtant, on avait vraiment fait une belle mise en page et tout. Mais ça décollait pas. Donc on a fait ça pendant 6 mois, puis on arrête et tout. Puis après, franchement, l'idée du podcast et de la chaîne YouTube, ouais, enfin de parler de jeux vidéo et de mettre ça sur Internet, elle nous titille. Ouais. Et en fait, le premier truc que je fais, je crois, c'est un test de Halo ou de Forza Horizon 2, je sais plus, parce que je sais plus lequel j'ai fait en premier, mais en fait, c'était plus pour la base, c'est que je voulais montrer à Roman, il n'avait pas de Xbox One, je voulais lui montrer les trucs de Xbox One. Donc, je crois que c'était Forza Horizon 2. Hein. Forza Horizon 2 ou Halo Master Chief Collection, et je me sers des capacités d'enregistrement de la console pour capturer des petits moments de gameplay, et je lui fais comme un test. Je me fais, putain, mais ça tue et tout, tu vois. Donc là, j'ai dit, attends, mais je t'en fais sur un autre jeu, et puis sur un autre, j'ai fait Halo Master Chief Collection, j'ai fait Forza Horizon 2, j'ai fait Sunset Overdrive, des jeux Xbox One, mais c'était vraiment pour montrer à mon pote. Oui, bien sûr, c'était vraiment pour le faire partager, quoi. Ouais, exactement. Cette idée de partage, tu vois. Et là, on réfléchit, on fait putain, viens, il me dit ces vidéos, au début, je les mets sur ma chaîne YouTube en plus, parce que pour lui partager, c'était compliqué. Donc moi, j'avais une chaîne YouTube, enfin un compte YouTube, on va dire. J'avais une vidéo de mon chien et une vidéo de vacances, tu vois, ouais. comme beaucoup de gens à cette époque. Ouais. Et je les mets sur ma chaîne YouTube pour qu'ils puissent les voir. Et il me dit, mais attends, tu sais quoi? Et lui, je crois qu'il fait un truc pareil. Et à ce moment-là, il est sorti, donc c'était vraiment la rentrée, l'automne 2014. Ouais. Donc c'était il y a quasiment 6 ans. Et il sort Assassin's Creed Unity. Et le jeu, on attend, et on est dégoûté par le jeu. Et on a envie d'en parler. Et là, j'ai dit, tu sais quoi, on discutait, je me rappelle, j'étais sur le balcon, je t'ai dit, on va mettre les vidéos que j'ai déjà faites et que tu as déjà faites sur une chaîne YouTube à part. Et on va essayer d'enregistrer un débat sur Assassin's Creed, et puis on voit un peu ce que ça donne, et puis au pire, voilà, on fait comme elle a dit ma copine et tout, on fait ça. Et il faut trouver un nom. Et donc là, on se fait un débriefing, et on avait plusieurs noms, hein, je me rappelle, c'était on refait le game. Et, ouais. J'ai dit, ouais, c'était un peu une référence à, on refait le match du regretté de James Sacomano. Ouais. Donc on tombe finalement sur The Share Players. On hésitait parce que c'était un nom anglophone et tout, mais je vois, mais c'est quoi, ça sonne cool, Players, tout le monde connaît. Share, en fait, c'était vraiment la mode du bouton Share. Du bouton Share, exactement, ouais. Donc, parti de là, et mon ex à l'époque, elle nous a fait toute l'identité visuelle qui reste encore à ce jour sur la chaîne, et je pense qu'il ne changera pas parce qu'on il est très bien. L'identité visuelle. Ouais, je remercie encore Victoria d'avoir fait ça. Et il y a pas de vue en fait. Enfin, tu vois, il y a très peu de vues par rapport à ce qui se passe. Et dans la foulée, il sort GTA 5 GTA 5 ressort sur Xbox One et sur PS4. Et vraiment quelques jours avant qu'il sorte, je fais putain, il faudrait que je sorte un truc et astuce, parce que je sais que ça va. En fait, j'avais anticipé un peu, je savais que ça allait cartonner GTA, j'étais obligé. Ouais. Et du coup, je trouve une astuce pour avoir grave d'argent, mais dans le mode solo, pas le mode en ligne, tu vois. Ouais. On faisait une combine avec la bourse. Ouais. Et je fais cette astuce. Vraiment, et je la balance le jour de la sortie du jeu. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, tous nos contenus, on les partage sur Gameblog. Sur Gameblog, tu peux avoir je crois que tu peux toujours d'ailleurs avoir un blog, donc une page à toi. Donc on avait notre page Gameblog/SharePlayers, où tu partages tes articles et tout. Ouais. Et cet article-là, il est partagé par Gameblog. Il est resté très longtemps comme l'un des articles, ou même l'article le plus lu de la communauté, Gameblog. Ouais. Et franchement, il est resté en homepage du site trop longtemps, on n'en revenait pas, tu vois. Et ça nous a donné un coup de boost. Mais même, je pense même sans Gameblog, parce que Gameblog, ils l'ont relayé le dimanche, je crois, 5 jours après. Déjà, les 5 premiers jours, on a eu vraiment beaucoup de vues. Aujourd'hui, ça reste la vidéo la plus vue de la chaîne. Ouais.
Alors, ils ont ajusté les vues, donc c'est assez bizarre. Comme s'il y avait eu une perte de vues. Ouais. Je crois on doit être dans les 500 000 vues sur la vidéo, un petit peu moins peut-être. Donc, c'est colossal. C'est bah, colossal. Ouais, c'est colossal. Et donc ça nous, en fait, ça nous a lancé. Et du coup, les gens, ils ont regardé les autres contenus qu'on avait sur la chaîne, et ils ont bien apprécié le ton. Donc voilà, c'est parti comme ça, et après ça, on n'a jamais arrêté. Vraiment, on n'a jamais arrêté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je vous ai découvert la première fois, c'était une émission qui était assez longue, qui durait plus de 2 heures. Et je me souviens, j'étais dans mon canapé, c'était le soir. Vous étiez avec Roman et toi, donc sur la télévision, et vous parliez jeux vidéo. Et j'avais l'impression, en fait, d'être avec. Et c'est fou parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens encore. J'avais l'impression d'être avec des potes et d'écouter des potes parler de jeux vidéo. Et en fait, j'étais totalement happé, quoi. Tellement j'étais et depuis je vous ai jamais quitté. Et tu te rappelles c'était quand et quelle émission? Alors il y en a une moi d'émission qui m'avait marqué, c'était tu avais eu Nico Augusto en intervenant avec Roman, et vous aviez parlé de Breath of the Wild et vous aviez reçu le jeu. Ah oui. Et vous avez commencé à en parler, mais sans spoiler. Et vous avez chacun décrypté vos premiers pas en fait dans ce gigantesque monde ouvert. Et j'étais devant ma télévision et j'étais pris. Et en fait, l'émission est assez longue. Et je me souviens, mais vous étiez sidéré parce que vous aviez vu. C'était vraiment incroyable. D'ailleurs, ça m'a fait acheter une Switch et acheter le jeu. Et je n'ai pas été déçu du tout par rapport à ce que j'avais entendu. Au contraire, j'ai vécu des moments hallucinants dans ce jeu. Et je me souviens que j'ai été totalement happé. J'ai rarement ressenti ça en regardant une vidéo consacrée aux jeux vidéo. Et franchement, bravo, parce que cette émission était vraiment extra. Bah écoute, merci beaucoup. Ouais, mais tu sais ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui nous le disent. Ouais, j'aime vous écouter parce que j'ai l'impression d'être avec des potes. Et en fait, on n'a jamais calculé, tu vois, à part le truc de GTA, mais oui. Après, je l'avoue sans, mais après on n'a jamais calculé, tu vois, on a jamais préparé nos émissions. Je crois qu'une fois, j'ai voulu écrire des parties d'une émission, et je me rappelle justement avec ma copine de l'époque, elle m'a fait signe, arrête, elle me dit non, ça sonne pas bien, et donc du coup on a recommencé sans nos notes et c'était vachement plus fluide. Ouais, on a toujours, et même, tu vois, là, pour être franc, là, il est 10h30, on doit enregistrer à 16h, on ne sait pas de quoi on va parler. Et on est comme ça à l'arrache depuis le début. À part, évidemment, des gros événements, débriefs de l'Evo, débriefs de l'E3, arrivée d'une console, etc. Mais on va dire, dans 70% des cas, on ne sait pas de quoi. Là, tu vois, on a rendez-vous à 16h sur Skype. Ouais. On ne sait pas de quoi on va parler, mais c'est cool, tu vois, parce que du coup, ça fait vraiment, viens, on va boire un café, et qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu vidéo? On trouve un angle d'attaque, et il y a vraiment ce côté, ce côté en fait, spontané, naturel, quoi. C'est vraiment, J'essaie des fois d'expliquer aux gens, alors, surtout à des gens non gamers. Hier soir, j'essaie d'expliquer le concept à une amie. Elle me dit mais tu parles de jeux vidéo comme tout le monde. Je dis ouais, mais en fait parce que dans notre chaîne, en fait, dans nos émissions, on est parfois très sérieux, mais parfois il y a des trucs complètement absurdes qui se passent. Il y a des émissions qui sont complètement décalées, où on est déguisé, etc. Même si elles sont rares, parce qu'on peut pas faire ça tout le temps. Et il y a des concepts, c'est très sérieux. On a une vision très analytique du jeu vidéo. On étudie beaucoup les chiffres d'affaires, les bilans financiers des entreprises. On a aussi pas mal de sources, d'insiders, donc on a souvent des infos en exclusivité, dont on est assez fiers de les avoir données en exclu et tout. Mais il y a aussi une grande partie de déconnade. Il y a des moments où, au fil de l'émission, on va partir sur un truc qui est complètement hors sujet, vraiment des trucs qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, et on va en discuter vraiment, mais jamais on se dit on est écouté par des gens. En fait, on discute tous les deux comme si on était seuls. Et tu vois, pour nous, il y a personne qui nous écoute. Et après, on balance ça sur YouTube, et les gens ils kiffent parce que il y a des tonnes de délires, des choses qui sont nées de discussions qui n'avaient rien à voir avec le jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Le four de Roman, le Nex,
Tombe télé pour savoir où tu vas mettre. Et c'est non, mais ça c'est des trucs les plus récents, mais il y en a eu plein d'autres et tout. Donc voilà, il y a une ambiance assez. On est vraiment unique dans le paysage du gaming français, c'est clair et net. Il y a des gens qui ont essayé de faire de nous copier, mais c'est comme les copies de Coca-Cola, tu vois. Les gens ils veulent du Coca-Cola et vraiment ils achètent le Coca Carrefour s'ils ont vraiment pas la monnaie ou s'il y a une rupture de Coca-Cola. Mais c'est pas la même saveur. C'est comme le Canada Dry, quoi. Exactement. En tout cas, moi j'aime bien le descriptif de ta chaîne YouTube. Il y a marqué comme pour le porno, c'est plus excitant quand c'est fait par des amateurs, mais c'est tellement vrai. Ouais, c'est moi qui ai trouvé ça. C'est énorme, c'est énorme. Non, mais c'est vraiment ça, tu vois. Il y a un côté amateur. Tu vois, il y a d'autres chaînes avec lesquelles tu vois, je suis très ami avec quelqu'un qui s'appelle Seb, qui a la chaîne Seb Seul. Lui, il a une qualité de matériel, de finition et tout, c'est ultra pro. Et c'est vraiment, je suis admiratif, il est extrêmement besogneux. Mais tu vois, il y a nous, on refuse un petit peu tout ça. Après, c'est bien monté et tout, mais on refuse de la professionnalisation. On veut rester dans le cadre amateur. On veut rester dans le cadre. Alors oui, il y a parfois des lives, donc on est en direct, on a j'ai un écran, un fond vert, etc. Tu vois, il y a des choses qui peuvent se passer, où on avance un peu dans la professionnalisation. Mais il y a toujours ce côté. Attends, on va pas non plus. Sur YouTube, t'as une offre pléthorique de contenu sur le jeu vidéo et tout le monde fait plus ou moins la même chose. Et tu vois, genre, il y a Julien Chiez, c'était un ami, etc. Et c'était un précurseur dans un truc, mais aujourd'hui, t'en as plein qui font comme lui. Oui, tout à fait, et sa compagne Carole, que j'aime beaucoup aussi, ils font quand même des contenus, mais c'est normal, c'est des chaînes qui ont des audiences stratosphériques, donc ils sont obligés, en fait, malheureusement, après, quand t'as de telles audiences, t'es obligé de rester dans une certaine sphère de conformisme. Parce que tu t'adresses à un public extrêmement large, parce que le moindre truc que tu vas dire de travers, t'as des gens qui sont spécialisés pour regarder constamment ce que font Julien et Carole, en prendre des détails pour en faire des vidéos de haine dessus. Donc, quand je dis que c'est un milieu toxique, c'est vraiment le cas. Et voilà, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent j'aimerais me lancer. Alors ouais, c'est comme aujourd'hui qu'il y a une marque qui voudrait se lancer sur le marché des consoles. J'ai envie de dire, le marché est saturé, mais t'as toujours la possibilité de te lancer de faire quelque chose, mais il faut faire un contenu différenciant. Et je pense qu'avec Roman, on est arrivé au bon moment, au bon endroit, avec le bon ton, en fait. Tu vois, c'est... Exactement. C'est vrai que vous avez cette identité qui vous est propre. Comme ça que je le vois, quoi. Mais en tout cas, tu parlais de Carole Quenten. Je voulais juste préciser aussi que Carole Quenten fait de très 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 bonnes émissions avec Julien aussi. Mais j'apprécie beaucoup aussi les émissions de Carole Quenten et elle est plus sur les tests de jeux vidéo, mais c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, vous pouvez aller faire un petit tour. Pour revenir sur ta chaîne The Share Players. Tu évoquais tout à l'heure des noms, Akhenaton, Cyril Drevet. Ce sont des personnes que tu as eu en interview. Il y a eu d'autres personnes, hein. Il y a eu, je crois que tu as eu Julien Chiez, tu as eu Nico Augusto, ouais, Driver. Comment tu arrives à incorporer en fait comme ça des interviews avec des personnes qui sont extérieures au monde du jeu vidéo. Alors, comment ça se passe? Alors il y a deux trucs, tu vois, il y a des contenus dans ma chaîne récemment qui ont rien à voir avec le jeu vidéo, des interviews de gens qui sont de la sphère du hip-hop, parce que c'est tout simplement, c'est là d'où avec Roman, c'est nos racines communes, elles viennent de là. Et c'est vrai que pour être tout à fait franc avec Roman, on parle beaucoup plus de musique que de jeux vidéo sur nos WhatsApp et compagnie. Et c'est la passion qui a cimenté notre amitié. Et c'est pas le jeu vidéo, c'est vraiment la musique. Et donc, grâce aux audiences de la chaîne, j'ai pu... Alors, certains artistes, je les connaissais d'avant, bon, Akhenaton, parce que j'avais passé
Alors, je le connaissais depuis 18 ans à peu près, donc ça remonte, même si on s'est perdu de vue tout ça. Mais après, si tu veux, la chaîne, on a rapidement eu des invités sur la chaîne. Mais des invités, au début, c'était des auditeurs. Ouais. On a eu Reda, le premier, pour parler pour faire la rétrospective Metal Gear. Il y en a eu plein. Et c'est pour ça, il y a régulièrement, enfin, je pense qu'on a dû avoir plus d'une centaine d'intervenants extérieurs sur la chaîne en 6 ans, hein, ce qui en fait, je pense, la chaîne la plus ouverte dans le créneau. Ouais. Et c'est vrai qu'on rêvait avec Roman, on aimait beaucoup. Pour nous, Julien Chiez, c'est inaccessible en fait. Tu vois, mais un mec comme Nico Augusto, on me disait putain, on aimait bien tout ça. Et puis en fait, on l'a contacté au hasard. Et il a répondu et le feeling est super bien passé. À tel point qu'aujourd'hui, Nico, c'est un ami, tu vois. C'est plus, pour moi, c'est pas un mec qui parle du livre, c'est mon ami. Oui, il y a vraiment, des fois, on s'appelle pour parler d'autre chose. Et donc, voilà, Nico, c'est vrai que il avait une crédibilité, il avait toujours une crédibilité dans le monde du gaming, ce qui fait que ça a été intéressant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était régulièrement mis en avant sur Gameblog, parce qu'on continuait à publier tous nos contenus sur Gameblog. Mmh. Et un jour, en fait, Julien il me dit ouais, il y a le salon du jeu vidéo à Monaco. Je m'y rends. Et je fais putain, tu sais quoi, Roman il s'y rend aussi. Et on se rend compte que en fait, Roman et Julien avaient des avions différents, mais ils arrivaient à 5 minutes d'intervalle. Donc on s'est tous rejoints à l'aéroport à Nice et on a passé Roman restait chez moi, Julien il avait un Airbnb et on a passé toute l'après-midi et la soirée ensemble. On a fait une émission, du coup j'ai dit viens on fait une émission et tout à la maison. Il y a une émission, donc on connaissait à peine Julien, mais en plus on a dégommé une bouteille de limoncello à 3. Ouais, je me souviens de cette vidéo. C'est un alcool très fort et le pire c'est que c'est un alcool traite parce que comme beaucoup de digestifs, la claque, tu la prends progressivement. Donc après l'émission, c'était pire. Romain était dans un état, Julien était dans un état, et ça en plus il avait un Airbnb dans un endroit dans une ville qui est collée à Monaco, c'était flippant au possible. Et ça, c'est tapé de barre de rire. Et le lendemain, nous, on avait la tête dans le cul parce qu'après, en plus, nous, on est rentré, il était 2h du mat, on a voulu jouer et tout. Et le lendemain, il fallait être à 9h, 8h là-bas, on était la tête dans le cul. Et Julien il était frais, il y avait un truc sur Final Fantasy, et en même temps, il rédigeait le test d'Horizon et tout. On était là. On avait du mal à faire des tweets, on a vu tout le professionnalisme de son métier aussi. Ah ouais, et en fait, après, il y a vraiment, on a vraiment créé des bons liens avec Julien. Et après, il est passé, peu de temps après, il s'est fait virer il est parti de Gameblog. Ouais, de Gameblog, ouais. Et, je lui ai envoyé un texto, il m'a rappelé tout de suite. Et donc, vraiment, il me dit, ouais, j'ai plein de trucs et tout. Et il m'a parlé de son projet sur YouTube et tout. Et il m'a dit, ouais, mais j'aimerais qu'on fasse souvent des trucs ensemble. Et c'est pour ça qu'on fait souvent des trucs ensemble. Récemment, il est venu sur la chaîne pour parler de Death Stranding, je sais plus pour quelle occasion. Il est venu, pour la rétrospective Final Fantasy. Donc, il est venu pour plein de trucs, en fait. Donc, on est régulièrement en contact. Carole, elle est toujours pas venue sur la chaîne, mais c'est prévu. Ouais. Faut vraiment qu'on trouve le moment et le sujet. Et puis du coup, ça m'a ouvert plein de portes. Avec d'autres personnes, dont Cyril Drevet, évidemment. Alors Cyril Drevet qui était rédacteur, c'est ça, sur Player One, c'est ça à l'époque? Ouais, c'était oui, il était rédacteur sur Player One, il avait une émission sur France 2 qui était dédiée aux jeux vidéo. Oui. Il était ensuite intervenant au Club Dorothée, il avait son émission il était intervenant sur Recré Kids du quoi, donc il est toujours, c'était vraiment le Julien Chiez de l'époque. C'est ça, c'était la référence, quoi, c'était vraiment... Ouais, c'est la fameuse, pour moi, il m'a donné, grâce à sa plume, il m'a donné envie, il m'a d'autant plus donné envie d'aimer le jeu vidéo. En fait. Donc, c'est vraiment, je lui dois beaucoup et j'étais très content de l'avoir invité. Et j'ai eu Pentaro, j'ai eu Pixel Love, j'ai eu, j'ai eu Recallbox, j'ai eu tellement de gens qui sont venus sur la chaîne. Ce qui est très important de préciser, c'est pour les plus jeunes qui nous écoutent,
En fait, à l'époque de la Super Nintendo, de ces consoles-là, avant Internet en fait. avant Internet, l'actu JV, elle était uniquement, à 95%, elle était sur magazine, c'est-à-dire qu'il y avait des magazines dans les librairies, et chaque mois, on allait acheter notre console plus, notre Player One, notre Playmag, je sais pas si tu te souviens de Playmag. C'était vraiment des magazines qui étaient, quand on voulait un jeu, on suivait l'actualité du jeu sur les magazines, et il y avait de rares émissions à la télévision. Alors, il y en avait 2-3. Moi, je me souviens de Micro Kids. Je me souviens aussi donc de Cyril Drevet sur France 2. Player One. C'était les références, c'était les Julien Chiez d'aujourd'hui. C'était vraiment une autre façon de communiquer. Et aujourd'hui, quand vous allez voir une vidéo sur YouTube sur les jeux vidéo, en fait, c'était notre façon à nous de consommer à l'époque le jeu vidéo, c'était par les magazines. Et donc c'est vrai que Cyril Drevet, c'était une référence. En tout cas, sur ta chaîne, donc des interviews, de la bonne humeur, du fun, des très bonnes analyses, de la passion aussi, puisque c'est quand même une passion. Je voulais quand même savoir, quand tu as eu Cyril Drevet en interview, qu'est-ce que tu as ressenti? C'est quand même énorme d'avoir Cyril Drevet en interview. Alors, oui, avec Roman, on s'était toujours dit, on s'était mis une échelle en fait de gens à interviewer pour la chaîne, et on s'était dit Nico Augusto, Cyril Drevet, Julien Chiez, on s'était dit la folie ultime ce serait d'avoir Akhenaton, parce que c'est grâce à lui, et donc ça a pu se faire récemment, et j'étais vraiment extrêmement content de ça. Et du coup Cyril Drevet, malheureusement, pour moi, c'était un moment très très délicat dans ma vie personnelle, et j'ai pas pu en profiter comme j'aurais voulu en profiter de ce moment-là. En fait, c'est un super moment. C'est une super émission, mais j'avais malheureusement la tête ailleurs, et j'ai pas pu vraiment kiffer comme j'aurais aimé kiffer ce moment-là. Mais, c'est vraiment les auditeurs peuvent y aller, personne ne se rendra compte de ça, mais je vois pas. C'est voilà, mais c'est vrai que c'était compliqué, et pour moi dans ma vie privée, mais c'était énorme d'avoir ça. Après les intervenants, celui qui m'a mis le plus de stress, c'était Akhenaton, c'était récemment, c'était il y a un mois et demi, 2 mois, parce que en fait, il est venu au même salon où Julien était venu il y a quelques années. Il est venu présider avec son groupe IAM, ils sont venus présider un concours de cosplay, mais c'était pas la même édition, hein, donc c'était l'édition 2019. Et donc on a un ami commun nous fait se checker, et je lui dis tu sais, j'avais passé une journée à ton studio en 2002, ça lui disait vaguement quelque chose et tout, et je lui parle de la chaîne. Il me fait, écoute, c'est très compliqué parce que c'est quand même, le groupe IAM est quand même extrêmement, c'est un des groupes majeurs en France. C'est une référence. C'est une référence absolue, et donc ils préparaient là on est en pleine préparation de notre album Yasuke. Après il y a des tournées, mais mais dès que ça sera possible, je le ferai. Il n'y a pas de souci, je t'en donne ma parole. Donc et donc il y a eu le confinement, et il a sorti un album avec des gens que je connais qui s'appelle Just Music Beats, qui est un duo de producteurs de Marseille. Et j'ai parlé de l'album comme il avait pas beaucoup d'expositions, cet album, les médias rap en parlaient pas beaucoup. J'ai dit je vais en parler sur ma chaîne. Et je sais que la chronique de l'album a plu, et fatalité, j'ai un autre pote qui s'appelle Al HL, que je salue, et qui était le producteur du groupe Chiampai, qui ouvrait notamment la BO du premier Taxi. Donc c'est un groupe emblématique des années 2000, fin 90, années 2000. Et donc lui travaille toujours avec Akhenaton, et il me dit je vais chez Akhenaton pour bosser cet après-midi et tout. Et je lui dis je lui explique, je fais putain, tu sais, la chronique de l'album elle marche et tout, il m'avait dit qu'il pouvait, là comme la tournée a pas recommencé, dis-lui si c'est possible et tout. Et le soir, il rentre, il me fait, il s'en rappelle, c'est possible, envoie un mail à sa manageuse et tout, elle va caler ça. Et donc, on a calé ça. Au début, elle m'avait donné une date un mois après, puis en fait,
le samedi. Elle me dit, ça vous embête si on le fait le lundi, cash? Je fais, non, pas du tout, mais putain, tout le week-end, j'étais en stress. Et puis, Akhenaton, c'est quelqu'un d'extraordinaire, humainement parlant. Ouais. C'est vraiment un homme extraordinaire. Et il a été comme la première fois où j'étais allé dans son studio une journée, j'avais passé une journée avec lui, et là c'était pareil, il m'a mis à l'aise direct, et donc c'était vraiment c'est une consécration pour nous d'avoir eu la personne qui est responsable de notre amitié, puisque c'est sur le forum de son label qu'on s'est rencontré avec Roman. Sur notre chaîne, en fait. C'était vraiment, donc, pour nous, je lui ai dit, c'était un peu le parent officieux de cette chaîne. Et, bien sûr, oui. Et du coup, quand t'es à Akhenaton, après, c'est plus facile d'avoir d'autres gens. J'ai pu avoir un rappeur de Brooklyn qui s'appelle Napoleon the Legend, qui est vraiment un mec super cool. J'ai pu avoir Driver, il y a Samir Ahmad, un autre rappeur de Montpellier que j'aime beaucoup et tout. Donc, ça, c'est des petits kiffs perso. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, ça n'a rien à faire là. Mais ça sur une autre chaîne. Non, moi, j'ai pas envie de m'emmerder à gérer 2 chaînes YouTube. C'est là, ça n'empiète pas sur le contenu gaming. Donc, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est très complémentaire, c'est très intéressant. L'interview d'Akhenaton est excellente en plus. En direct. Ouais. Roman, t'as une idée de sujet pour cet après-midi là? Il m'envoie un message. Voilà, donc ouais, ça montre, hein, c'est le direct. Ouais, donc c'est cool. Ouais, la chaîne, je trouve que c'est une chaîne qui est cool. Après, ça fait 6 ans. Je peux pas garantir aux gens qu'on sera encore là pendant très longtemps. Enfin, pour l'instant, on kiffe, mais on a réalisé tout en fait, on avait des objectifs. Au début, c'était juste qu'on nous écoute. Bien sûr. Et quand tu finis à être, il y a certaines fois, on est podcast le plus écouté en France, certaines semaines en gaming. Et une fois même, on était 2e podcast en section loisirs sur iTunes, donc une section incroyable qui a c'est une grande section en gaming, c'est une sous-section. Quand t'as Julien Chiez, quand t'as Cyril Drevet, quand t'as Akhenaton sur la chaîne, qu'est-ce que tu veux faire de plus après? Tu vois, c'est sûr que c'est l'aboutissement, quoi. C'est vraiment. Il y a l'aboutissement il y est, et puis tu t'es fait reconnaître. T'as des topics à toi sur jeuxvideo.com, sur qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vois, t'as des haters. Au moment où t'as des haters, quelque part t'es un peu versé, tu vois, genre. On en a pas mal sur Axon Radio aussi, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie. Dingue, hein. Voilà. Nous, on fait pas mal d'émissions. Succès, quoi. On fait pas mal d'émissions sur des sujets peu évoqués dans les grands médias. Donc, on parle pas mal de paranormal, d'ufologie, tout ça. Enfin, on en parle de manière très sérieuse. Donc voilà. D'ailleurs, t'as fait une émission sur le paranormal avec Nico Augusto. Ouais, avec Nico Augusto, plusieurs même en fait. Elle était excellente. Enfin, moi, j'ai vu la dernière. Elle était excellente, quoi. Il y en a une sur les fantômes et une sur les ovnis. Ouais, tu vois, il y a aucune limite. Mais c'est ça en fait, c'est la liberté. Voilà, vous vous interdisez pas de parler de certains sujets. Et en plus de ça, c'est un sujet que maîtrise parfaitement Nico Augusto puisqu'il est totalement. Il a une culture assez gigantesque sur ce sujet. Et c'était vraiment passionnant. Et ça, c'est pareil, c'est une interview que vous pouvez retrouver sur la chaîne des Share Players, The Share Players. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. En tout cas, c'est excellent. Il y a de tout. Il y a un contenu de fou et c'est vraiment plaisant à écouter et à regarder. Je voulais savoir, Yannick, pour revenir un petit peu plus sur les jeux vidéo et les consoles, les prochaines consoles qui arrivent, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Alors c'est pas facile à dire quand même, ils ont choisi un nom qui était pas évident. Je voulais avoir ton impression. Il y a eu 2 conférences. Il y a eu la conférence donc de Sony et la conférence de Microsoft il y a quelques semaines. Quel bilan tu tires de ces 2 conférences? Le bilan que je tire, c'est que Microsoft ils ont eu un lancement chaotique avec leur précédente console, la Xbox One. Ils ont clairement perdu cette génération puisqu'ils sont même en étant arrivés 4 ans avant Nintendo, ils sont aujourd'hui dépassés par la Switch. Donc ils ont fait moins bien que la Xbox que la précédente. Donc on est dans un monde où tout est logique de croissance. Et donc au milieu de la génération, ils ont commencé à redresser la barre avec la Xbox One S, puis la Xbox One X, et puis l'acquisition de studio, et puis le Game Pass et la rétrocompatibilité. Donc Microsoft faisait les choses vraiment bien. Et ils ont dévoilé le design, le nom de la console à Noël dernier. Au Game Awards, je crois. Tout allait bien.
Au Game Awards, tout à fait, qui est une cérémonie un peu comme les Oscars du jeu vidéo, un truc un peu débile, si tu veux mon avis. Et donc, pour moi, je me suis dit bon, c'est vrai, ils reviennent bien dans la course. Et en fait, ils se sont effondrés ces dernières semaines, en fait, parce que ils avaient fait une première présentation de jeu où il n'y avait pas de jeu intéressant. Ensuite, ils avaient dit on fait une deuxième présentation au monde du gameplay. Et lors de cette présentation, il y a eu pareil, très peu de jeux qui ont vraiment attiré l'attention du public. Et surtout, leur jeu phare, qui est Halo Infinite, s'est pris une volée de bois vert, s'est pris une avalanche de critiques sur sa technique qui était jugée indécente par rapport à ce qui devait être le support, à savoir la machine la plus puissante de l'histoire. Et du coup, leur communication, elle a clairement déraillé. Là, c'est silence radio depuis un mois, alors que un événement, je peux vous le dire, était prévu au mois d'août. Ils l'ont tout simplement annulé. Je pense qu'ils sont, après, c'est pas être sorti de un cirque pour comprendre qu'ils sont actuellement en crise parce que leur communication, ils ont, en fait, tout le bon travail qui avait été fait ces dernières années, il a été réduit, à mon sens, vraiment mis à mal par cette mauvaise communication. Tant et si bien que Halo, qui devait sortir en même temps que la console, est reporté, ce qui fait que la console, elle arrive en fin d'année, mais on ne sait pas avec quel jeu dessus. Donc, c'est vraiment une communication qui est extrêmement bancale de la part de chez Microsoft. Et à titre personnel, si je comptais prendre les deux machines, ça me fait, même moi passionné, douter de prendre la Xbox Series X en fin d'année. Ouais. À l'inverse, chez PlayStation, on les disait mal en interne, qu'il y avait des soucis, que la console serait moins puissante, et ci et ça. Au final, ils ont fait une conférence qui était solide, où on a vu toute la gamme PlayStation 5. C'est ça, donc les deux machines, une avec c'est très clair, une sans lecteur Blu-ray, une avec lecteur Blu-ray. Les manettes, les accessoires, le casque, le chargeur, tout est déjà. Il y a une gamme PlayStation 5. On sait qu'il y aura une version, un standalone, ce qu'on appelle, c'est à Spider-Man. Donc, ce sera une aventure qui se passe dans le même univers que Spider-Man, avec un autre Spider-Man joué par Miles Morales, qui sera pas un jeu d'une trentaine d'heures, mais qui sera suffisant en tout cas pour montrer les capacités de la machine, et qui sera vendu avec une version améliorée du Spider-Man qui a cartonné sur PS4, donc qui a été, je pense, la deuxième exclue la plus vendue sur PS4. Donc c'est très malin de sortir la PS5 avec ça. Rapidement arrivera Ratchet & Clank, qui est un jeu qui est une licence mythique PlayStation de plateforme action qui montre toutes les capacités de la machine. Du SSD donc, notamment. Ouais, le SSD, donc au lieu d'avoir un disque dur à plateau, c'est un disque dur un peu comme un sans plateau. Donc on appelle un SSD qui permet d'avoir des temps de chargement réduits à néant. Donc ce qui mettait 30 secondes à la minute, mais 1 à 2 secondes. Donc ça change tous les paradigmes de production et de création de jeux vidéo vont être bouleversés pour le meilleur, pour le joueur. Et donc ce jeu montre déjà un bon aperçu Ratchet & Clank de ce que peut amener le SSD dans la nouvelle console, à savoir que la Xbox aura aussi le SSD. Mais globalement, je suis quand même un petit peu... voilà, on est quand même là pour jouer aux jeux vidéo, et on nous montre quand même beaucoup de choses. Il y a très peu de frais qu'on nous montre sur ces deux machines. C'est un petit peu ce que je... Oui, c'est un peu le ressenti que j'ai aussi. Et est-ce que tu penses que au niveau concurrence, ce serait quand même pas, ça serait quand même bien qu'on ait un Microsoft qui soit vraiment plus dynamique, plus incisif? Bien sûr, évidemment que ça ferait du bien à l'industrie, sachant que Nintendo est sur une planète un peu à part. Oui. Ils ont leur propre agenda, ils ont Nintendo qui a cartonné quand même cette année. Ils ont sorti Animal Crossing, ils ont sorti un gros jeu. Et encore, c'est très particulier, hein, Animal Crossing comme jeu. Oui. Paper Mario. Mais ça leur suffit? Et ben oui, ça suffit largement. Ils ont cartonné, quoi. Ils ont vendu des quantités stratosphériques de consoles, quoi. Oui, parce que Nintendo, ils ont des jeux, c'est les seuls qui ont des jeux qu'on appelle long sellers, c'est-à-dire que régulièrement dans le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France, il y a Mario Kart 8, qui est un jeu qui est à l'origine sorti sur Wii U il y a
si je dis pas de bêtises, il y a 7 ans, un truc comme ça. Au moins, oui. Donc, donc il y a 6-7 ans. Donc, et c'est un jeu qui est régulièrement dans le top 5 des meilleures ventes en France. Donc, ils sont sur un marché parallèle. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Ils ont donc forcément, ils sont pas soustraits aux mêmes règles que les deux autres, qui sont plus dans une logique d'industrie high-tech, plus traditionnelle, plus avec les spécificités du gaming plus orthodoxe. Et c'est vrai qu'avoir un Microsoft fort qui tient la dragée haute à Sony, ça serait très très bon pour l'industrie. Ça permettrait d'avoir une concurrence saine. Là, on se retrouve un petit peu dans une situation comme dans le foot avec le PSG qui a une hégémonie absolue. Et oui. Je sais que on se fait souvent un petit peu entre guillemets chahuté par les fanatiques, les fanboys de la marque Xbox en disant que du coup on prend parti pour Sony, etc. Mais il n'y a pas de prise de parti, c'est juste une analyse factuelle du marché, bien sûr, des chiffres de vente. Il faut savoir que la PlayStation, on est pas loin de 120 millions d'unités vendues contre 40 à 50 max. Donc on est quasiment dans un ratio du double, triple de machines vendues pour Sony. Que la marque est extrêmement forte, elle est plus populaire que jamais, que toutes leurs consoles se sont retrouvées premières de leur génération, excepté la PS3 si on inclut la Wii dans le game, et c'est compliqué parce que la Wii était plus un phénomène de société qu'autre chose. C'était vraiment un objet de consommation de masse et de mode. Mais si on peut se permettre de l'écarter de l'équation, la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3 et la PlayStation 4 ont toutes fini en tête de leur génération. Et la marque PlayStation a d'autant plus consolidé son identité avec des marques fortes qu'on connaissait déjà et qui se sont renforcées sur cette génération, comme God of War, oui. comme Uncharted par exemple, et Last of Us. Il y a d'autres licences qui sont arrivées. Faut voir, par exemple, un jeu qui est un bon jeu, mais qui est pas un jeu culte à mon sens, comme Horizon Zero Dawn. Oui. En un épisode, ils ont réussi quand même à rendre l'attente pour le second absolument frénétique, puisque c'est ce jeu qui a conclu de façon assez magistrale, d'ailleurs, la conférence PlayStation, la suite de Horizon. Donc, c'est-à-dire maintenant, en un jeu, ils arrivent à créer des licences qui sont unanimement reconnues. Et je pense que le personnage d'Aloy est vraiment un personnage qui est devenu déjà iconique dans le monde du jeu vidéo. Oui, je pense. Et il y a le film Uncharted qui est en chantier, il y a des séries qui sont prévues, il y a déjà eu un film Ratchet & Clank. Je pense que le jeu vidéo a bien compris que il y a vraiment un coup à jouer avec le poids des licences. C'est pour ça que Nintendo fait un parc d'attractions au Japon. C'est pour ça qu'il y a certainement j'espère une série télé Zelda qui pourrait arriver. C'est pour ça qu'il y a une série télé The Witcher. C'est pour ça qu'on vient d'annoncer une série télé Resident Evil. C'est pour ça qu'il y a un film Uncharted. C'est pour ça qu'il y a eu un film Assassin's Creed. Aujourd'hui, les licences de jeux vidéo, il y a une série animée Castlevania qui est géniale sur Netflix et que j'invite tout le monde à voir. Le jeu vidéo aujourd'hui a des licences fortes qui permettent de s'exporter hors du jeu vidéo et de capitaliser sur ces licences. Et là, Nintendo et Sony ont un énorme avantage parce que Microsoft, ils ont de licences emblématiques pour l'instant, ils ont Gears et Halo. Oui. Là où chez Sony, il y a Uncharted, il y a God of War, il y a Horizon, il y a The Last of Us, il y a Infamous, il y a Ratchet & Clank, il y a Spider-Man, et sans compter les jeux qui sont semi-exclusifs comme Death Stranding, Final Fantasy VII, Street Fighter V, Persona 5. On a longtemps eu des séries comme Yakuza ou Nier Automata qui étaient, même si elles ont basculé depuis, ça sera le cas aussi pour FF7, mais c'est quand même des licences qui sont sorties en avance sur PlayStation et qui sont très marquées PlayStation. Et donc voilà, grâce à leurs nombreuses exclusivités, Sony ont consolidé leur position et je vois pas comment, à court moyen terme, Microsoft pourrait les déloger. Ils n'ont tout simplement pas les armes pour. Oui. Comme je me suis demandé si demain Marseille, Monaco ou Lyon pourraient être champions de France l'année qui vient. Je te dis, sachant l'équipe qu'à Paris qui sont en plus en train d'essayer d'attirer Lionel Messi, comment tu veux que les autres clubs réalisent? C'est mathématiquement pas possible. Depuis l'ère Qatari, la seule équipe qui a réussi, c'est Monaco une année sur
une année où on a pu bénéficier d'un concours de circonstances extraordinaire, parce on a eu un joueur qui sortait du centre de formation qui s'appelait Kylian Mbappé, et qui est, je pense, le futur Ballon d'Or. Donc, oui, bien sûr. Mais c'est un coup de chance, tu vois, c'est un coup de chance qui arrive une fois sur 10, année sur 10 dans le foot. Et sur les générations de consoles, ça risque pas d'arriver. Voilà. Et puis en plus, Sony a la VR, donc la réalité virtuelle, qui est un autre atout qui va changer pas mal de choses sûrement. Qui a déjà commencé à changer pas mal de trucs. Donc ça fait beaucoup, à mon avis, beaucoup trop d'arguments pour Sony, même si Microsoft a un atout dans sa manche, c'est le service. Le Game Pass. Pour les auditeurs. Le Game Pass, pour les auditeurs de Radio Action, c'est une espèce de Netflix du jeu vidéo, dans le sens où tu t'abonnes pour une dizaine d'euros par mois et tu as accès à tout un catalogue de jeux. Donc comme Netflix, tous les contenus originaux Microsoft, et comme Netflix, des contenus tiers qui vont et viennent au gré des accords qui se passent. Donc ça, c'est déjà possible d'y jouer sur Xbox et sur PC. Et il y a une version qui arrive par le cloud, donc sans installation locale, sur les téléphones, les tablettes, rapidement, même si le fait de, pour l'instant, ne pas pouvoir faire ça sur toutes les machines Apple met quand même un frein pour l'instant, à mon sens, c'est un frein non négligeable à l'expansion probable de ces services. Voilà. Tu parlais du Game Pass et notamment de Netflix, tu faisais le lien. Est-ce que tu as regardé le documentaire sur les jeux vidéo qui est sorti récemment, High Score? Ouais, je l'ai vu et j'en attendais pas grand-chose, honnêtement. Et en fait, j'ai trouvé ça pas trop mal. Je l'ai conseillé à des gens qui sont pas trop joueurs de casu, ils ont trouvé ça, mon petit frère a trouvé ça génial. Lui qui n'a plus le temps de jouer avec deux enfants et qui ne suit plus le jeu vidéo, il me dit je me suis régalé. C'est bien, j'ai bien aimé l'approche de parler du jeu vidéo, de sa création jusqu'à la démocratisation de la 3D. Donc, on couvre à chaque fois sous le prisme. Il y a un épisode sous le prisme des jeux de combat, on a un épisode sous le prisme de Nintendo, etc. J'ai trouvé ça plutôt bien foutu, j'ai passé un bon moment. Les fans de jeux vidéo n'apprendront rien de plus. Et ceux qui s'intéressent un petit peu à tout, je pense, vont bien apprécier ce reportage. Et toi, tu l'as vu? Alors moi, je l'ai pas vu encore. Je comptais le regarder cet après-midi, pour être franc. Mais bon, je voulais quand même te poser la question parce que c'est assez intéressant ce genre de reportage. Donc voilà. Bah, écoutez, High Score sur Netflix. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, Yannick, on arrive à la fin de cette interview. Un grand merci à toi. On te retrouve donc avec Roman sur ta chaîne YouTube de Share Players, donc THE, Share SHARE. Players, Players. N'hésitez pas à vous abonner, à les suivre. C'est vraiment du fun, il y a du respect, il y a beaucoup de délire, de l'info analysée sans parti pris. Et en tout cas, moi je continue à vous suivre et j'espère que vous rejoindrez vous aussi Yannick et Roman sur la chaîne YouTube The Share Players. Un grand merci à toi en tout cas, Yannick. Merci beaucoup pour cette interview. J'ai passé un très bon moment. Ouais, c'était super cool, franchement. Je crois que c'est la première fois qu'on m'interviewe pour la chaîne, donc c'est la première fois que j'accepte en tout cas. Et donc ça me fait super plaisir. J'espère que les auditeurs de Radio Action ont passé un bon moment. J'espère que s'ils vont sur notre chaîne, ils découvriront du contenu qui leur plaira, sachant que c'est assez varié, faut pas. Je pense qu'il vaut mieux commencer par les émissions et les tests. Ouais, voilà. C'est le mieux. Bien sûr. Voilà, tranquillement. En tout cas, franchement, c'est à découvrir. Moi, c'est une de mes chaînes préférées et en plus, voilà, j'ai des petits frissons parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une personne qu'on suit depuis assez longtemps sur YouTube et puis pouvoir avoir la chance de parler avec ces personnes-là, c'est toujours un véritable bonheur. En tout cas, franchement, Yannick, tu es le bienvenu sur Action Radio. Il n'y a pas de problème. Un grand merci à toi. Avec grand plaisir. Si c'est la fin de l'année, il faut parler de la PS5 et de la Xbox Series. Je viendrai décortiquer tout ça pour tes éditeurs avec grand plaisir. Bien sûr. Et Roman est le bienvenu. D'autres occasions. En tout cas, c'était vraiment. C'est avec difficulté, malheureusement, étant donné qu'il a un emploi du temps démoniaque, on a du mal à se caler nous, mais c'est pas évident. il l'aurait fait avec grand plaisir. Il m'a dit si j'avais pu me libérer,
Je serai venu avec grand plaisir. Eh ben écoute, de toute façon c'est pas grave, il y a pas de souci, ça sera pour une prochaine fois. Vous êtes vraiment les bienvenus et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Chers Players. Vraiment, je me répète, mais c'est vraiment une excellente chaîne, je vous la recommande vivement. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre chaîne YouTube, notre petite chaîne YouTube Axon Radio, et elle sera rediffusée bien évidemment sur Axon Radio, et vous aurez la possibilité de l'écouter aussi sur Facebook sans aucun souci. En tout cas, si vous écoutez cette émission maintenant, sachez qu'elle a été enregistrée le 31 août, donc effectivement elle sera diffusée dans une quinzaine de jours. Donc l'actualité JV aura sûrement évolué, on aura sûrement les dates de la PS5, de la Xbox Series X pour le lancement. En tout cas voilà, un grand merci à vous, et puis je vous dis à très bientôt sur Axon Radio. Ciao.